Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous parlons de l'Ukraine et de la Russie avec nos deux invités. Benoît Daboville, qui est ambassadeur représentant permanent de la France, qui était auprès de l'OTAN de 2002 à 2005. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Patrick Forestier, qui est reporter de guerre, auteur de Poutine contre la France, le Cherche Midi Édition. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux. On va parler de Poutine. Est-ce que Poutine nous menace ? Il y a eu les déclarations d'Emmanuel Macron lundi dernier, il y a eu le discours de Poutine classique, le grand discours de Poutine c'était jeudi, il y a depuis les obsèques de Navalny avec ce peuple russe qui défile devant la tombe de Navalny, qui dépose des fleurs, qui continue à défiler devant la tombe de Navalny, en fait qui vote peut-être là, qui vote, parce qu'il y a une élection présidentielle dans quelques jours en Russie, il y a l'élection présidentielle dans quelques jours en Russie, et c'est une façon d'exprimer son vote, non ? C'est courageux. C'est courageux parce que ils sont espionnés, photographiés. Oui. Ceux qui vont manifester pour Navalny prennent des risques. Cela dit, leurs identités sont relevées. De toute façon, sur des manifestations quasiment interdites. Et je pense que ceci montre qu'il y a le début d'une contestation de la guerre, parce que il faut se souvenir que il y a 10 ans, quand Poutine a envahi la Crimée, tout le monde était en Russie était favorable, y compris Navalny. Y compris Navalny, bien sûr. Bien sûr, Patrick Forestier. Ben oui, alors depuis la Crimée, ça a changé. Il y a la guerre en Ukraine, et donc les Russes, quand même, une partie des Russes, en tout cas les jeunes, a priori ceux qui sont pourraient être appelés dans l'armée, eux, je crois qu'ils ont compris. Vous remarquez que Poutine hésite à étendre la conscription. Oui, il hésite, oui. Ça montre les limites. En même temps, la Russie n'a pas actuellement tout le nécessaire. Elle est en économie de guerre. Oui. Elle importe énormément de l'Iran, de la Corée du Nord. Par exemple, les munitions, La Corée du Nord a donné, alors quelles sont les contreparties, je ne sais pas, a donné à la Russie 10 fois ce que l'Occident donne à l'Ukraine. Oui, évidemment. Évidemment. D'ailleurs, la Russie, avec d'autres pays, d'ailleurs de l'OPEP+, la Russie a décidé de réduire ses capacités pétrolières pour faire monter les cours du pétrole, parce que la Russie a besoin d'argent. Oui, puis ça, c'est aussi la stratégie de contournement des sanctions. Oui, stratégie de contournement des sanctions. Mais je voudrais finir avec Navalny. Il y a cette élection présidentielle sans surprise, évidemment, dans quelques jours en Russie. C'est une façon pour ce peuple russe-là, ces Russes-là, parce que attention, tous les Russes ne défilent pas devant le tombeau de Navalny, il faut devant la tombe de Navalny. C'est une façon de voter, façon de dire au pouvoir, c'est un message envoyé au pouvoir. Mais absolument, puisque Poutine a très mal pris les manifestations lors de l'élection précédente. Alors, ce sont des manifestations qui sont urbaines, classe moyenne, et c'est pas malheureusement la Russie profonde. Oui, c'est pas le peuple profond. Patrick Forestier. Oui, ce sont les Russes de l'Ouest, des grandes villes de Moscou et des grandes villes de l'Ouest. Les villes européennes, on va dire ça en résumant cela, et eux, ils sont pas du tout prêts à aller sur le front ukrainien. Et d'ailleurs, le régime se garde bien de mettre des commissariats spéciaux pour le recrutement dans ces villes-là, ou des universités. Ils recrutent loin, après l'Oural, loin de la capitale, là où il y a moins de caméras. Vous voyez, il y a bien, donc ils ont bien compris, le régime, que il y avait deux peuples russes, entre guillemets, et celui qui est parti, plus d'1 million de Russes sont partis d'ailleurs pour pas aller faire l'armée, sont partis à l'étranger.
À l'étranger. Alors, Vladimir Poutine, dans son discours annuel à la Nation, jeudi, a mis en garde les Occidentaux contre une menace réelle de guerre nucléaire. Je dirais que c'est un discours habituel. Hein, sa volonté, c'est de faire peur. Depuis le début, le début du conflit, il y a eu... De temps en temps, Poutine laissait Medvedev s'exprimer, mais c'est conforme à la doctrine russe et même soviétique, à savoir que la Russie peut se défendre nucléairement si ses intérêts vitaux, pour reprendre l'expression française, jusqu'à présent, il a considéré que l'engagement occidental de soutien à l'Ukraine ne franchissait pas les zones rouges. Les Allemands ont été très prudents là-dessus. Oui. L'OTAN aussi. Biden, dès le premier jour, a dit « je ne mettrai pas des hommes au sol », compte tenu de l'expérience de l'Afghanistan, etc. Et donc, le vrai problème, c'est que depuis 2 ans, nous sommes toujours à nous interroger où est la limite de la co-belligérance. Nous n'avons pas de stratégie, vous voulez dire par là, que face à Poutine, nous n'avons pas, nous, monde occidental, qui est enfermé dans ces contradictions. Ces contradictions, évidemment, ces contradictions, et puis ces maladresses aussi, hein, parce qu'on en a commis beaucoup. Nous n'avons pas de stratégie face à Poutine. Alors maintenant, je crois, par exemple, que le discours de Macron, quand il dit on a commencé à dire il ne faut pas que la Russie gagne. Oui. Maintenant, on dit il faut défaire la Russie. Oui. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est une évolution. Pas du tout la même chose. Oui. Et je crois que tout le problème, c'est l'attitude du Congrès américain. Je veux dire, il y a 60 milliards qui sont bloqués parce que Trump contrôle psychologiquement et politiquement le Parti républicain. Et il se sert de ce sujet pour la présidentielle américaine. Absolument. Évidemment. Et il lit ça à l'immigration mexicaine. Et l'islam à l'immigration mexicaine. Et donc vraiment, je crois que vraiment l'avenir du conflit actuellement dépendra de l'élection. Et c'est bien ce dont Poutine est convaincu. C'est pour ça qu'il ne veut pas négocier. Oui. Vous êtes d'accord, hein, Patrick Forestier ? Ah oui, tout à fait. Poutine a 2 échéances. Son élection qui est qu'une formalité, et l'élection de Trump qu'il souhaite de tout cœur, je veux dire. Donc, il y a quand même plusieurs mois à passer, hein, et là, on voit que pour l'Ukraine, c'est très, très, très urgent, et on sent un petit vent pas de panique, mais de grande inquiétude dans l'OTAN, même à Paris. Mais est-ce que le discours d'Emmanuel Macron, justement, n'a pas révélé à la fois cette inquiétude et en même temps cette vous le disiez, cette non-stratégie, manque de stratégie. Je pense que Patrick a tout à fait raison. La dernière réunion de la conférence de la Verkunde a été marquée par un pessimisme atroce. Alors, donc Poutine, Macron a voulu dire, écoutez, il faut non seulement aider l'Ukraine, et il y a une urgence, parce que sinon il risque d'être défait dans les prochains mois. Hein. L'année qui s'annonce est terrible pour les Ukrainiens. Mais il faut aussi que nous sachions jusqu'où on va. Et Macron a dit, il ne faut rien exclure. C'est de l'ambiguïté stratégique. Il ne faut rien exclure. Or, il a ajouté, qu'est-ce que je constate au début, l'Allemagne voulait, il n'a pas nommé l'Allemagne, mais certains voulaient donner des casques et des gilets pare-balles. Ensuite, on a hésité sur les tanks. Ensuite, on a hésité sur les avions. Alors, donc, il ne faut rien exclure. On ne peut pas jurer que nous n'aurons pas besoin d'aller plus loin. Et aller plus loin, c'est quoi ? C'est aider les livraisons d'armes avec des spécialistes pour l'entretien, pour la formation. Pour l'utilisation aussi. Et pour l'utilisation. Et d'ailleurs, les Britanniques ont vendu la mèche. Ils ont dit, nos Storm Shadow, on les accompagne. Et là, il se trouve que Scholz avait une très dure bataille au sein de la coalition, et Scholz a dit, je ne veux pas livrer les Taurus parce qu'il faudra les accompagner.
Donc ça crée un problème franco-allemand terrible. Patrick Forestier. Oui, parce que on peut faire la différence en aidant l'Ukraine rapidement. Parce qu'on n'a pas des obus, on n'a pas des munitions, on n'a pas assez de canons, tout ça, faut attendre. Mais on peut faire le gap par la sophistication de l'armement. Donc les missiles, déjà. Donc, mais ces missiles-là, ce sont des missiles très chers, mais c'est un coup tiré, un coup au but. Oui. Donc, missile Taurus, 500 km. Oui. Le Taurus, c'est 600 km. Mais le Scalp, 250. Mais de toute façon, c'est très efficace pour la stratégie ukrainienne qui consiste à viser le point faible des Russes, c'est-à-dire l'approvisionnement via la Crimée. Et donc le pont de Kelch, etc. Le pont de Kelch, les grands états-majors. Donc, si vous voulez, avec ça... Pont de Kelch qui relie, il faut savoir, qui relie la Russie à la Crimée. Oui, et qui est le lieu, qui est un des moyens d'approvisionnement des forces... Voilà. Cordon ombilical. Mais ces missiles-là, il n'y en a pas beaucoup non plus. Parce qu'on les utilise très peu, parce que ce sont des missiles contre des objectifs très très bien sélectionnés. Oui. Donc là, si on met pas des gens, incapables d'analyser la cible, de pas la rater, ça peut être dangereux. On peut taper à côté. On peut gaspiller ce genre de missiles. Alors que ce genre de missiles coûte très très cher. Oui, il coûte très cher en plus. Voilà, c'est pour ça qu'il faut envoyer donc des conseillers, des techniciens, tout simplement. C'est pour ça que les Allemands hésitent. Les Allemands hésitent, non, parce qu'ils ont peur que les Ukrainiens frappent sur le sol russe, Belgorod, etc. Pour le moment, ils le font avec des missiles, des drones assez vulnérables, donc c'est pas... Mais ils ont très peur qu'il y ait l'escalade. Au fond, le contexte, c'est jusqu'où peut-on risquer une escalade ? Oui. Alors, on va observer une petite page de pub et on va revenir sur les menaces de Vladimir Poutine et sur une forme de fascination. Est-ce que vous pensez que, mais vous allez réfléchir, j'en parlerai après la pub, est-ce que vous pensez que, par exemple, Vladimir Poutine fascine une partie de la classe politique française ou même européenne ou même américaine? Est-ce qu'il y a une fascination pour la force? C'est un vieux classique dans l'histoire du monde, mais on va en parler juste après la pub, 9h44. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, Parlons Vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 9h47. Nos deux invités, Benoît Daboville, ancien ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l'OTAN 2002-2005, et Patrick Forestier, reporter de guerre, auteur de Poutine contre la France. Alors, Poutine fascine, il fascine certains, du moins la force fascine. Est-ce que vous pensez que la force fascine Marine Le Pen, Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, il y a une période où on s'inquiétait beaucoup de la fascination d'un certain nombre d'officiers de l'armée vis-à-vis de la force et de Poutine. Maintenant, c'est complètement disparu, bien sûr, mais l'idée que face à une démocratie molle, il faut réagir et qu'il faut être militaire, ça fascine toujours. Cela dit, l'opinion a toujours été divisée sur la question de la guerre et de la paix. Je pense que la guerre d'Espagne, ça ressemble beaucoup actuellement le débat sur l'Ukraine à la guerre d'Espagne, le parti socialiste avec Blum était en faveur de la livraison et du soutien des républicains. Oui. Et contre les fascistes, contre l'Italie, contre l'Allemagne. Oui. Et finalement, on a rien fait. Alors on a envoyé les brigades internationales, notamment, ça a eu un grand rôle dans l'attitude de fond des Britanniques, mais l'Espagne mais Franco a gagné. On n'a rien envoyé. Enfin, il y a des forces spéciales. Il y a les forces spéciales, pays, mais en Ukraine. Mais non, ils ont clairement les choses. On a quand même envoyé du matériel très performant, à savoir les canons César et le Scalf. Oui, c'est vrai, le Scalp. Bien, mais Patrick Forestier, pour l'instant, nous sommes engagés militairement à travers les munitions ou les armes que nous avons envoyées, mais c'est tout.
Ben oui, on a personne dans les tranchées. On ne cesse de dire que nous ne faisons pas la guerre à la Russie, que nous voulons la tenir ce discours. Nous ne faisons pas la guerre à la Russie, mais nous voulons battre la Russie. Nous voulons que la Russie perde. C'est difficile de tenir ce discours. C'est pas la guerre aux Russes. Oui. C'est un peu la nuance qui est annoncée par Emmanuel Macron. On ne fait pas la guerre aux Russes, alors par extension pas la Russie, mais à Poutine. Mais à Poutine, voilà. On veut la défaite des intentions de Poutine à cause de ses intentions. Les intentions de Poutine, à savoir, quand il disait, dès 2005, il disait le démantèlement de l'URSS est la plus grande catastrophe du XXe siècle. À la Wehrkunde, en la conférence de Munich, il disait en 2017, je crois, il a fait un discours en disant vous allez pas nous la faire à nouveau. La Russie va regagner sa puissance. Et sa puissance, c'est quoi ? C'est le contrôle de ses marges. C'est-à-dire... C'est aussi la puissance slave, c'est-à-dire la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine. C'est la sécurité de la Russie sur son périmètre. Et je pense qu'il n'y a pas que l'Ukraine. Alors l'Ukraine est très, très sensible pour des raisons historiques, etc., pour des raisons géographiques. C'est un producteur de blé, comme la Russie. Oui. Mais vous avez un certain nombre de pays baltes qui disent le prochain coup, c'est chez nous. Et vous avez même des ministres, comme le ministre Pistorius allemand, qui dit la Russie va se reconstituer militairement et on aura à nouveau une guerre dans 5 ou 6 ans. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut marquer le coup maintenant. Oui, mais l'Occident a toujours hésité, beaucoup hésité ces dernières années diplomatiquement. Mais c'est ce qui encourage Poutine. Je crois que Poutine a décidé de la Crimée après le fait qu'en Géorgie, personne, y compris Obama, n'a voulu répondre. Et en Crimée, il a fallu quand même qu'un missile abatte un avion malaisien pour que Madame Merkel adopte les sanctions. On a très mollement réagi à la Crimée. Jusqu'à maintenant, c'est toujours finalement... on s'est toujours comporté d'une manière hésitante face à Vladimir Poutine. Oui, plus qu'hésitante, un peu complice, quand même. Parce complice. on voyait très bien, on a des bons diplomates, des bons services de renseignement, on voit très bien ce qui se passait, mais on voulait à tout prix faire ami-ami. Mais on a voulu signer des accords, sur le Donbass, 2 fois, 2014-2015. Oui, mais alors ça, sur cette affaire des accords de Minsk... Les accords de Minsk, bien sûr. Il y a eu 2 fois, discussions. Que nous avons négocié avec les Allemands. Oui, alors, les Allemands étaient moteurs et nous étions un peu utilisés par les Allemands. Mais il ne faut pas oublier que ça a permis quand même, d'abord, aux réfugiés du Donbass d'être aidés par l'OSCE, d'avoir des secours humanitaires, d'avoir la possibilité un certain nombre de facilités. Le problème, c'était, il ne fallait pas croire que cette trêve serait permanente. Oui, la trêve, elle a été rompue des 2 côtés. Enfin, les accords de Minsk, personne n'a respecté les accords de Minsk, ni les pro-russes du Donbass, ni les anti-russes du Donbass. Ni la Douma à Kiev. Ni la Douma à Kiev. Mais donc, disons Kiev, clairement les choses. C'est pas une raison. Douma à Kiev, c'est très intéressant parce que, historiquement, il disait, le Donbass, on s'en fout, ce sont des mines de charbon, ce sont pas vraiment des vrais Ukrainiens, etc. Et cela dit, je pense que à l'avenir, c'est le Parlement. À l'avenir, je sais pas, en 2025, s'il y a jamais une négociation, on retrouvera les limites de Minsk. C'est vrai, Patrick Forestier ? Ça, je sais pas si on retrouvera les limites de vie, mais il est vrai qu'au Donbass, il y a des russophones, c'est clair. Oui. Mais sans le travail de SAP, sans les services de renseignement russes, jamais cette région se serait enflammée de cette manière-là. Derrière, ça a été... Vous croyez qu'il y a une volonté russe depuis le début de pousser le Donbass à la sécession et de pousser vers la guerre ? Ils l'ont
l'ont fait, ils l'ont financé. Le problème, c'est que aujourd'hui, Poutine, qui continue de nier la réalité de l'Ukraine, a recréé un nouveau nationalisme ukrainien, y compris dans les régions occupées. Oui. Voilà, donc oui. C'est le danger de Poutine par rapport à nous d'ailleurs, à l'Occident. Faut pas imaginer que il va envoyer des colonnes de chars d'assaut jusqu'à Paris. C'est de la déstabilisation, c'est appuyer sur les minorités. On a vu par exemple, c'est un ministre français qui a les punaises de lit qui a soulevé cela en disant ça a été sur Internet, ça a des réseaux sociaux, ça a été monté. Travail de sape, si vous voulez. Pour miner la société. Et puis il y a tout de même l'enjeu de l'escalade. Et là, c'est très compliqué d'expliquer que la Russie a des armes nucléaires tactiques. Elle peut faire un exemple pour terrifier l'Europe. Alors heureusement, les Chinois sont contre l'utilisation du nucléaire en premier. Les Chinois n'ont pas intérêt du tout à ce que ça dégénère. Mais fondamentalement, la Russie n'a pas intérêt à utiliser l'arme nucléaire. Cela dit, ça fait partie de son discours, comme c'est la dissuasion. Et donc, mais la dissuasion, c'est très difficile à faire passer dans le grand public. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a prononcé ce qu'il a dit lundi soir parce que il est le président d'une nation justement qui possède l'arme nucléaire? Bien sûr. C'était de la dissuasion. Bien sûr, oui. Il n'a pas laissé dicter le discours par Poutine depuis Moscou sans répondre. Sinon, il prend le pas. Si vous l'avez dit, le nucléaire, c'est la dissuasion. Le mot est très clair. Oui. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de pression permanente sur l'adversaire ou l'ennemi. Si vous répondez pas, c'est quoi, vous êtes je crois que le mot clé du discours, ça a été l'ambiguïté stratégique. Oui. L'ambiguïté stratégique. Et pour l'instant, nous sommes toujours dans l'ambiguïté stratégique. On va le demeurer jusqu'à ce que la paix arrive. Merci messieurs. Merci. Il est 9h57, émission après les infos, l'émission Sud Radio Média. Évidemment, Valérie Expert, Gilles Gansman reçoivent Stéphane De Groot et Élodie Monchicourt. Vous êtes sur Sud Radio, merci d'être avec nous. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.